Il est 13h57, les amis. J'ai très faim déjà. Parlons de la vente de l'AS Saint-Etienne, de la vente de l'AS Monaco, parce qu'il y a des articles très réussis du côté du journal L'Équipe sur ces sujets-là. Alors ça, c'est l'AS Monaco. Ça arrive juste après. On va parler de la vente de Saint-Etienne, puisque je l'avais préparé comme ça, mais on s'en fiche. On peut faire l'un ou l'autre dans n'importe quel ordre. L'AS Saint-Etienne, très, très intéressante interview de Caiazzo, qui dit « J'ai réussi un strike », mais c'est même pas ça qu'il faut retenir. Bernard Caiazzo, l'ex désormais patron des Verts, qui raconte la vente, comment elle s'est faite, avec des hauts et des bas, justement, avec des accords puis des accords. Je suis, on dirait encore malade, non? Avec des accords puis des accords. Bon, désolé. Il explique donc, est-ce que on lui demande donc comment ça s'est fait avec les Canadiens. Il dit les Canadiens ne sont pas là à Saint-Etienne ils ne sont pas venus pour faire un coup. Mais la question, c'est le club ne pouvait donc pas repartir en Ligue 2. Il explique que ça aurait placé le club dans une sacrée difficulté avec des emprunts à rembourser et des attention aux droits télé. Bref, c'était beaucoup mieux pour Saint-Etienne de monter en Ligue 1, mais ça n'avait pas forcément d'enjeu sur la vente puisque les Canadiens auraient aussi repris Saint-Etienne en Ligue 2. Le problème, c'est que la stratégie derrière, s'il n'y avait pas eu de vente, c'était quoi? Forcément, tu es obligé de vendre des joueurs, mais Saint-Etienne a un actif joueur qui n'est pas dingue, il faut équilibrer les comptes et à chaque fois, il faut repartir sans moyens, donc c'était compliqué. Comment êtes-vous parvenu à dénicher votre nouveau propriétaire, Larry Tenenbaum? Donc là, ils font passer Bernard Caiazzo pour celui qui a déniché Tenenbaum, même si c'est aussi à nuancer, c'est dans les deux sens. Il y a eu un intérêt mis en relation via Arsène Wenger de Larry Tenenbaum, Gazidis qui a toujours été dans les milieux des achats de clubs de foot, qui a été un peu malade, du coup il s'est mis de côté, puis là qui voulait revenir aux affaires, donc ça correspondait à tout ça. Il nous explique que le lendemain, donc après les mises en relation, on s'est retrouvé dans son bureau avec son directeur général et financier, après avoir été invité à un match NBA, ils ont pu en discuter. Sauf que à la base, il y avait un rachat avec 65% du capital pour les Canadiens, et pour le fils qui s'appelle Stéphane Pagliuca, 35%. Puis finalement, en décembre, ils ont refait le deal parce que ça ne correspondait pas. Le fils, lors d'une réunion avec Larry Pagliuca, les financiers ont estimé que c'était trop tôt. Finalement, il fallait reboutiquer le deal, ça me rappelle un peu quelque chose, mais il y avait accord, donc il est retourné les voir et il leur a dit que c'était quand même Saint-Etienne, c'est ce qu'il leur fallait. Ils ont dit OK. Le montant pour les actionnaires n'est pas hors sujet, mais secondaire. Donc en gros, Caiazzo, au niveau de la communication, vous explique que bon, l'offre de rachat, je crois, qui est petite, parce que c'est un club de Ligue 2 qui avait beaucoup d'emprunts et de dettes, c'est 20 millions, mais que les actionnaires n'en ont pas fait ombrage et ils voulaient vendre ce grand club et que ça s'est bien fait entre gens en bonne intelligence. C'est encore une fois une communication pour raconter l'histoire, des choses qu'on ne nous dit pas. Tout s'est ensuite enfin accéléré. Oui, ça a été une course contre la montre parce que la DNCG a été très stricte, ça c'est normal. La Brune a déjeuné avec Ivan Gazidis pour me faire plaisir, dit Caiazzo. Donc je ne sais pas si la Brune va apprécier ça, genre ouais, vas-y, je veux voir Gazidis, mais j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas sûr que ça se passe tout à fait comme ça, mais c'est comme ça que Bernard Caiazzo l'a peut-être perçu puisqu'il le raconte comme ceci. À la fin du repas, il lui a dit « Je vous veux, mon modèle foot, c'est la NBA », aurait dit la Brune à Ivan Gazidis, sachant qu'Ivan Gazidis est copain avec Dan Garber, le patron de la MLS. Alors, je ne vois pas trop les liens entre MLS et NBA, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil, mais bon, c'est l'esprit américain, on a compris. On peut me reprocher beaucoup de choses, dit Bernard Caiazzo, mais la place et l'influence de la SSE étaient plus fortes quand je siégeais à la Ligue pendant 4 ans et présidais la Première Ligue, Première Ligue que celle de Lyon. Donc là, il envoie un pic à Aulas en lui disant qu'il a été plus fort que lui dans la gestion au niveau des instances, mais qu'Aulas a été meilleur que lui dans la gestion de son propre club. Pas trop compris dans cette question pourquoi ça venait là, mais c'est un petit moyen de glorifier son bilan. Et vous, combien vous rapporte la vente des Verts? On a vendu au prix d'un club de Ligue 2, donc certains parlent d'environ 20 millions d'euros, avec des bonus en fonction des résultats, comme d'une qualif en Coupe d'Europe, même dans les 5 prochaines années. Donc voilà, on voit qu'il y a encore beaucoup de clauses, de choses. En revanche, pour moi, la phrase et les choses à retenir réelles de cette interview, c'est ça. À lire dans cette troisième colonne. Vous sentez-vous soulagé? Oui, car dans une vente, il y a 2500 détails. Alors imaginez celle de Saint-Etienne, qui est petite par rapport à celle de l'Olympique de Marseille. Il y a eu un échange de 850 questions-réponses entre Kilmer et nous. Alors imaginez pour l'OM
qui est un achat qui ne dépend pas uniquement du club du tout. Mais moi, j'ai racheté le club en 2003 sans garantie de passif. Quand j'y repense, j'ai été un fou, un clown sans faire d'audit. Voilà, et racheté donc sans toutes ces prérogatives d'aujourd'hui. Tout le monde a oublié, mais je me suis pris 5 millions d'euros de passif derrière. Avoir réussi à faire venir une sommité comme Larry, c'est inespéré. On nous dit, donc il faut 850 questions-réponses avec Kilmer, et nous pour un acte de vente de 400 pages. Donc imaginez pour d'autres clubs de plus grande amplitude et avec d'autres ramifications tout autres, ce que ça pourrait être. J'en tire une fierté. Jean-François Soucas, Loïc Perrin, Samuel Rustem à la direction de Saint-Etienne ont ramené le club en Ligue 1, pas moi. Ils ont fait leur job, j'ai fait le mien dans l'ombre. Donc Bernard Chiazzo qui communique sur son bilan à la tête de la Saint-Etienne et de comme quoi c'est aussi beaucoup grâce à lui qu'il y a eu cette vente, cette transition qui s'est fait parfaitement. Mais on le rappelle, ça a commencé toutes ces histoires en 2018-19. C'est énorme là aussi le soulagement pour les supporters des Verts après autant d'années de vente à SSE et ce retour en Ligue 1 est parfait, super timing. Je parle aussi, on va faire la transition avec Monaco, de Monaco qui retrouve la Ligue des Champions pour ses 100 ans, je crois, du club. Super timing avec des pourparlers en cours aussi pour une session dans une saison qui sera fructueuse, qui sera positive pour Monaco en termes de revenus financiers. Tout sonne bien pour certains clubs comme ça et tombe au bon moment. Et bravo, même si c'est encore des choses un peu secrètes, au travail aussi dans l'ombre de certaines personnes à la Ligue qui travaillent à ramener ces investisseurs étrangers. Il n'y a pas que Caiazzo qui a travaillé à ramener des investisseurs étrangers. Il y a une supervision, il y a un travail aussi total de la Ligue dans l'ombre et bravo pour ce travail. Vente ASM, autre sujet. Là aussi, journée de détails, c'est retrouvé dans le journal L'Équipe en grand. Les détails de cette vente à AS Monaco où on nous parle de parfum d'ultime été. Alors, beaucoup me disaient « Ah, bah tu vois, Monaco, ça y est, c'est fait. » Non, je vous l'ai dit, ce n'est absolument pas fait Monaco. Et on le voit dans cet article qui est très bien résumé, Régis Testelin qui résume bien la situation. On est simplement sur des pourparlers qui ont commencé en décembre, en janvier, en février, et notamment avec la venue clé de ce prince saoudien fin janvier au match caritatif à Monaco, qui a permis de tisser des liens, d'ouvrir des portes, de discuter, de se rencontrer. Ce sont des choses comme ça se passe comme ça dans les affaires comme dans la vraie vie. Donc Rybolovlev, après 13 ans à la tête de Monaco, a ouvert la porte, a lâché ses 66%, sachant qu'à Monaco, c'est un fonctionnement complètement centralisé, voilà, sur le prince Albert qui a toutes les prérogatives pour prendre toutes les décisions finales, même s'il n'a que 33-34% du club. C'est comme ça que ça fonctionne. La principauté possède son stade, la Turbie possède, avec un bail amphithéotique, le centre d'entraînement. Donc on est sur des situations complètement, quand certains encore essaient de comparer la vente de l'OM ou celle de Saint-Etienne avec Monaco, tout n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. McFly, désolé de faire un table d'information si tu ne comprends pas ces choses de foot business. Monte en direct en visio, ça fait 3 ans que tu peux le faire et tu peux donc faire ton cours de rattrapage en posant toutes tes questions. C'est la liberté que tu as. Je ne peux pas faire mieux. Donc là, les explications dans le journal L'Équipe sont très claires sur la situation, puisque au niveau marketing, c'est un club au niveau aura mondial, au niveau de développement économique. C'est un club Monaco qui, malgré ses réussites sportives, malgré la vente énorme de certains joueurs comme Mbappé ou Tchouaméni ou Rames Rodriguez, eh bien, est un club qui perd régulièrement de l'argent. Donc, il faut faire avec ce fonctionnement à Monaco, avec un investisseur qui a les reins assez solides, qui sait qu'il ne vient pas que pour ça et qui fera de l'argent à côté pour être plus qu'à l'équilibre et dans le vert grâce à tout ça. Mais ce n'est pas avec l'AS Monaco en tant que tel que tu dois espérer, encore une fois, avoir cette rentabilité directe. C'est indirect. Tu prends l'AS Monaco, tu as une rentabilité indirecte. Donc d'ailleurs, on nous dit que Rybolovlev ne touchera qu'1 euro symbolique à la vente du club parce qu'il l'a acheté pour 1 euro symbolique. Et c'est comme ça avec Monaco. En revanche, tu t'engages en achetant Monaco à injecter beaucoup d'argent pour combler les pertes, pour créer un club apte à jouer la Coupe d'Europe. Donc finalement, ton achat se fait par les investissements que tu fais dedans tout de suite. Voilà, c'est différent, c'est un fonctionnement totalement différent.
Saint-Etienne, tu mets 20 millions, tu achètes le club. Paris, Marseille, ça a été acheté comme ci, comme ça. C'est des fonctionnements différents d'une vente à l'autre. C'est ça, là-dessus, je trouve ça intéressant en termes de décryptage à vous expliquer. Malgré les ventes de Thomas Lemar, j'avais oublié aussi Anthony Martial, qui ont été des ventes à plus de 60-70 millions d'euros. Eh bien oui, le club a continué dans les années suivantes, malgré de très bons résultats. Je crois qu'ils font podium 8 saisons sur 11, 8 saisons sur 13 de Ligue 1, à perdre de l'argent. Et dans ce cas-là, le propriétaire majoritaire doit remettre. Il doit être capable. Donc, il faut faire des deals à côté, il faut en profiter. Voilà. Aujourd'hui, donc, la banque Rennes, qui s'occupe du dossier depuis 6 mois, a mis un projet belge en avant, un projet saoudien. Ils espèrent encore un ou deux autres projets carrés à proposer dans l'été pour finaliser peut-être en deuxième semestre 2024 ou en début d'année 2025 le deal officiel de vente et faire la transition en 2025. C'est ce qui se trame, en tout cas pour l'instant, du côté de l'AS Monaco. On est dans des pourparlers avec des dossiers sur la table. Le prince Albert n'a même pas encore ouvert ses dossiers pour rentrer dans les détails purs et durs, parce qu'il attend que tout soit sur la table. Mais oui, il y a un prince saoudien qui est forcément sur le haut de la pile, parce qu'il y a des intérêts entre pays, entre Monaco et l'Arabie Saoudite, à s'engager ensemble, et qui correspond en termes de stabilité financière à ce que représente un propriétaire de l'AS Monaco. Donc voilà la réalité donc, de la vente de l'AS Monaco et de ses particularités totales qui en font un achat, une acquisition unique. Voilà, c'est différente. Et on l'a vu juste avant avec les explications de la vente de l'AS Saint-Etienne. On est là aussi sur des cas précis. Ça n'a rien à voir d'un achat à l'autre, d'une vente à l'autre. Et Marseille, avec son consortium aussi mené par les Saoudiens, avec d'autres entreprises, avec d'autres pays, là aussi, c'est un cas particulier, avec un port, avec un deal énergétique, avec des deals entre pays. On est sur des choses complètement différentes à analyser. Oui, j'avais oublié de mettre le bandeau rouge, j'étais parti dans mes lectures de l'article, dans mon analyse, etc. Le projet de Monaco va-t-il vraiment rivaliser avec celui de l'OM? Rien à voir. Les projets n'ont rien à voir. Mais Monaco a toujours été, depuis Rybolovlev et depuis toujours, un club qui veut jouer l'Europe, qui joue le haut de tableau. Mais ça, en termes de puissance générale et en termes de fonctionnement, ça n'a rien à voir, puisque l'OM est amené à avoir un rayonnement mondial, une marketing global, etc., une vitrine mondiale. Monaco ne le sera jamais, même si Monaco est particulier, parce que Monaco n'a pas ses supporters, n'a pas la possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'achat du stade, ni du centre d'entraînement. Donc, en termes de valorisation, ce n'est pas le problème du propriétaire, encore une fois. C'est l'investissement, l'achat de 66% de l'AS Monaco pour être le propriétaire majoritaire ne vous donne pas tous les droits, puisque les droits sont réservés pour beaucoup de décisions au Prince Albert, et vous donne une rentabilité indirecte. Elle n'est pas sur le club. Voilà. Le Monaco changerait-il de direction sportive? On verra. Mais il faudra d'abord officialiser les nouveaux propriétaires qui ne sont même pas au courant qu'ils vont acheter. Pour l'instant, ils ont déposé des dossiers. Donc, on verra petit à petit voilà ce qu'il se passe. Salut Thibaut, dit Fredo. Nous aussi, on est en transition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il est 14h11, 11 minutes d'arrêt de jeu, même si on a balayé pas mal de sujets du jour. Investir à Monaco, à part le système fiscal, il n'y a aucun intérêt. Alors, il n'y a pas que le système fiscal. Tu as aussi beaucoup d'événements, d'investissements majeurs, de deals, de mise en relation. Il n'y a pas que le système fiscal, il y a beaucoup de business à faire avec Monaco qui ne sont pas que fiscaux, mais ça en fait partie. Là-dessus, tu as raison. Longote qui dit tu ramènes tous les sujets à la vente de l'OM. On parle de vente de Saint-Etienne, on parle de vente de Monaco. J'ai des questions sur la vente de l'OM, donc on vous montre des liens pour vous ouvrir les yeux, mais je ne suis pas en train de te convaincre. Si tu n'as pas envie d'être convaincu de ce dossier-là et que tu ne veux pas savoir ce qui se passe, il n'y a aucun souci, cher ami. C'est juste de la logique business, de la logique footballistique.
C'est vraiment, mais c'est fascinant d'avoir toujours du négatif comme ça en tête. Est-ce que tu crois que Macron doit mettre la pression sur McCourt? Non, il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin, on n'en est plus là, cher ami, selon mes informations. Cher Thibaut, as-tu pensé ton programme envisagé le jour de l'officialisation? Iras-tu à Marseille parmi les supporters sur le Vieux-Port fêter ça avec tes amis de là-bas? C'est possible, le Mousodrome, ça dépendra le jour, l'heure, la gestion familiale, la gestion professionnelle aussi, mes rendez-vous. Mais on fera des émissions, je viendrai tôt ou pas tard, en tout cas, bien sûr, fêter ça avec qui de droit, je suis attendu pour ça, bien sûr. Voilà, le groupe Casino qui a fait faillite, la SSE vendue, ils ont tué la mémoire de Monsieur Guichard. Vous vous souvenez quand Saint-Étienne avait ce logo vert, Guichard, en effet, sur son maillot à l'ancienne. C'est mon pote Romarin Bilong du Variété qui a joué là-bas, non? C'est, je crois, de mémoire. Romarin Bilong, il a joué à quel moment mon Romarin, 53 ans, oh, tu les fais pas, Romarin. Il a joué à Saint-Étienne entre 95 et 2000, magnifique, 100 matchs, après avoir joué à Lyon, comme quoi. Romarin, traître, honteux, mon Romarin. Les amis, on répond encore à quelques questions. Casino, je vais tellement regretter. C'est un maillot collector. Il est en laine, le maillot. On va se le retrouver, le maillot Casino Saint-Étienne. Maillot. Je ne sais pas si on va le retrouver là sur vite fait, bien fait. Ah ouais, il est là, regardez. Il y a tout quoi de plus beau qu'un maillot Casino, le tout premier maillot Casino. Là, c'est dans une vitrine filmée par un tweetos. Regardez ça, ce maillot Casino. Ah là, ça vous tient chaud l'hiver. Hein. Magnifique. Puma, en gros. Énorme. Le maillot synthé que je possède. Vichge, Castel Dutch, Primar, le portait, il me semble. On est à la fin des années 80, là. C'est maillot vestige. Faut que je vous fasse d'ailleurs ma vidéo un jour, un maillot pour ce maillot Away de l'Arménie de Edouard Spertian, pour ceux qui ont raté le début de l'émission. Voilà le point donc sur la vente de l'AS Monaco, les droits télé, sur la vente de l'AS Saint-Etienne. Rapidement, 14h14 de Midi Express, Midi Mercato. En parlant avec vous, rapidement en répondant aux questions. Que devient-il, Romarin Bilong? Je me souviens de sa période chroniqueur à l'équipe du soir, j'aimais beaucoup. Romarin, il est en mode dans les affaires, dans le milieu du vin également. Voilà, après, je sais pas, c'est pas privé, hein, je pense que c'est connu, peut-être sur LinkedIn, il le met. Voilà, donc il travaille tout simplement, et il travaille bien, et c'est un super gars, tout simplement. Les amis, tu attends tranquillement, nous on en a ras-le-bol. J'attends tranquillement, c'est une façon de parler, ma Pauline. Hein. Voilà. Tu comprendras que c'est un boulot excessivement fatigant et prenant, et donc voilà, judicieux, qui dit mais je t'aime bien quand même malgré tout. Moi aussi, love, bien sûr, les amis. On se retrouve demain. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal. Je vous ferai une petite vidéo TikTok, j'espère, pour diffuser d'ici ce soir sur ce nouveau maillot reçu. Edouard Spertian, Arménie Away. Un jour un maillot, comme d'hab, le hashtag aussi sur une vidéo TikTok que je pourrais vous mettre sur Insta. Le tirage au sort aussi a eu lieu concernant l'équipe gagnante. J'ai offert une inscription pour 6 à l'Equiden du Stade Français. Je vous ai offert ça. C'est pas un partenariat commercial, c'est un cadeau pour vous les passionnés. C'est Thibaut, c'est cadeau. Pour l'Equiden du Stade Français. C'est un marathon en relais le dimanche 23 juin, auquel je participerai avec mon équipe familiale. On n'a pas joué de va jeter à la mer aujourd'hui. Voilà, on se garde pour demain. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison de balancer un va jeter à la mer aujourd'hui, les amis. Toujours un grand plaisir. On essaie de faire ça Zolive en toute simplicité, humilité, travail, et on essaie d'avoir bon. Et je ne suis pas parfait, mais au moins on fait avec transparence, avec honnêteté. C'est déjà ça. Hein. Allez, prenez soin de vous et des autres, et à demain en grande forme. Moi, j'aurais mangé d'ici là parce que j'ai les crocs à demain. Bye bye.